Alors, tout d'abord, merci à Emilio et Marie d'avoir organisé ce colloque qui est effectivement, je crois, Roger Daché l'a signalé ce matin, le premier colloque scientifique sur Pappus. Et pour ma part, je pense que c'est absolument justifié, quels que soient les jugements qu'on peut avoir sur tel ou tel aspect de son œuvre, qui peuvent être très, très critiques, c'est ce qui est mon cas. Il reste que, vu l'importance de ce qu'a représenté Pappus dans les mouvements occultistes ou dans les mouvements spiritualistes, alors bon, je pèse un petit peu mes mots, il a une place dans comme objet d'étude, comme objet de science. N'est-ce pas? Encore au XIXe siècle, on disait que le catholicisme ne pouvait pas être objet de science. C'est Émile Poula qui a titré le catholicisme comme objet de science. Je crois que l'occultisme peut être un objet de science, et ça, on peut l'affirmer de façon totalement objective. Voilà. Alors, mon titre est l'illustration de ce que je viens de vous dire, une mise en perspective dans le courant occultiste français. Alors, Pappus constitue un cas absolument unique, enfin avec Eliphas Lévy, dans l'histoire de l'occultisme, mais pas dans l'histoire des lettres. Tout à l'heure, Jean-Marc Vivenza a souligné le rôle des connexions avec le monde littéraire. Tous ces occultistes se présentent d'abord comme des écrivains. C'est le cas de Péladan, c'est le cas de Guaita. Et en tout état de cause, Pappus écrit. Et il écrit bien, en plus. La lecture de Pappus n'est pas anodine, c'est quelque chose d'intéressant. Mais comme tous ces personnages qui vont occuper le devant de la scène, il a été oublié aussi vite qu'il a été adulé. Et les deux ouvrages qui lui ont été consacrés après sa mort, Le Monde, d'une part, le livre de dévotion filiale de son fils Philippe Ancos, qui est d'ailleurs assez remarquable à certains égards, et de l'autre côté, le livre assez acidulé de Christophe Beaufils et de Marie-Sophie André, qui n'ont retenu que l'aspect critique, qui est d'ailleurs un bon livre, mais qui n'a retenu que l'aspect critique. En tout cas, on peut dire que les deux sont d'accord. Quel que soit le point de vue selon lequel on aborde la question, dans les deux cas, le personnage reste emblématique et en tout cas fascinant. C'est un phénomène, là aussi, mais Jean-Marc Vivenza l'a dit tout à l'heure, c'est un phénomène éminemment parisien en même temps. Et ça, à une époque et dans un monde où Paris reste une capitale, ce qui n'est plus aujourd'hui, ce qui est la capitale intellectuelle du monde, ce qui donne encore une fois, ce qui légitime encore une fois la place que l'on accorde, d'ailleurs la présence ici en est un signe, que l'on accorde à Pappus et qui la justifie toutefois. Alors, à la suite d'Eliphas Lévy, Pappus en a assumé l'héritage. Lévy avait vulgarisé les sciences occultes dans une perspective qu'on peut qualifier de perspective menésienne. C'est la suite du courant révolutionnaire, post-révolutionnaire, je veux dire, de l'amener avec la prise en compte de la culture à côté de la nature. C'est-à-dire, il n'y a pas d'homme naturel comme le voulaient les Lumières, mais l'homme est issu d'une culture, et d'une culture qui est d'un héritage chrétien. Ce qui est question qui est resté, qui a été à l'origine même de l'échec de la Révolution française. C'est un point sur lequel Émile Poula avait d'ailleurs beaucoup insisté. L'échec de la Révolution française est venu du fait qu'elle a été incapable de résoudre la question du spirituel, de la place du spirituel dans la société. D'où tous ces blocages après avec l'Église catholique. Et c'est donc dans cette perspective menésienne de reprise d'un univers
regroupant tous les acquis culturels qu'a pensé et a écrit Eliphas Lévi, et cet aspect, on le retrouve entièrement chez Pappus. Pappus va assumer cet héritage, mais en lui donnant un sens différent, dans la mesure où la justification de la foi par les sciences, comme on pouvait l'entendre à l'époque de Lamennais, n'est plus valable en 1880-1890, parce que ce n'est plus la même Église, mais surtout ce ne sont plus les mêmes sciences. Et donc, on va se retrouver face à une situation nouvelle et dans laquelle Pappus va vouloir socialiser son approche de la question, beaucoup plus qu'Eliphas Lévi, qui n'a jamais été un pratiquant, qui n'a jamais été un fondateur d'ordre. Pour Eliphas Lévi, qui était un séminariste, en fait, qui a une formation tout à fait catholique, qui a été sous-diacre et qui était voué à la prêtrise, la transmission apostolique ne posait aucun problème. Alors que, à l'époque de Pappus, et pour Pappus, la transmission apostolique, elle, est beaucoup plus critiquée, beaucoup plus attaquée. Autrement dit, à l'époque d'Eliphas Lévi, c'est les sciences qui font question. À l'époque de Pappus, c'est l'inverse. D'où un glissement de l'ensemble. Alors, l'omniprésence et l'activité débordante de Pappus font que nous n'allons prendre que quelques exemples qui nous paraissent significatifs en liaison avec le discours donc, dominant dans le cultisme parisien. Alors la première question qui se pose, c'est quel est le statut pour ces sciences occultes ? Bon, les sciences occultes n'ont jamais été reconnues dans le monde scientifique. Alors sous le regard de l'historien, les sciences occultes, ou l'occultisme, apparaît de son côté comme un système à l'autonomie limitée. C'est-à-dire que les sciences occultes sont toujours en recherche de légitimation autour avec un regard qui ne se détache pas des sciences profanes. D'où la nécessité de se tenir à l'écoute de l'évolution des sciences, donc qui n'étaient plus à la belle époque, ce qu'ils avaient été à l'époque d'Eliphas Lévi. Et ce qui a obligé Pappus d'être à l'écoute de l'air du temps. Ce qu'on retrouve autour du docteur Luys, autour de la cabale de Franck, etc. On va voir un Pappus aux activités complètement éclatées, ce qui va amener à affirmer un certain nombre de choses plus que contestables, mais qui sont chaque fois, je crois que c'est ça le sens de l'œuvre de Pappus, qui sont révélatrices d'une situation, d'un état des sciences à un moment donné dans le monde. Mais en même temps, il me semble, enfin ça c'est une position un peu personnelle, que la problématique était restée posée dans les termes post-révolutionnaires, c'est-à-dire dans la confrontation entre la réaction catholique post-révolutionnaire et l'acquis révolutionnaire qui, lui, paraissait de toute façon irréversible. Les sciences occultes vont donc essayer de mettre en place des stratégies de contournement avec d'un côté le butoir de la restauration, comme on peut dire en général, et de l'autre côté le progrès des sciences qui paraissait et qui était effectivement inéluctable. Et c'est dans ce perpétuelle recherche d'un encerclement que l'on retrouve aussi bien Eliphas Lévi que Pappus, mais chacun à leur façon et correspondant à leur époque. Donc ces sciences occultes qui cherchent dans la culture populaire une justification vont donc se trouver en réalité relativement proches de la façon de procéder par témoignage, par accumulation de témoignages, comme on voit dans le traditionnalisme catholique et chez les chanoines savants des cathédrales. On retrouve dans les œuvres de Pappus quantité de références qui sont faites à des pratiques populaires, à des superstitions, à des petits pouvoirs que l'on transmet, etc. On retrouve ça en permanence chez lui. Et donc,
Alors, il y a deux voies qui s'ouvrent pour cette mise en place, cette stratégie. Ou bien on va faire appel dans les sciences nouvelles aux textes orientaux qui devenaient progressivement accessibles au monde occidental. Hein. Après Anquetil du Perron, on va petit à petit avoir accès aux textes hindous, aux textes extrêmement orientaux, aux textes tibétains, d'une part, ou bien alors d'autre part, l'autre voie qui serait la voie traditionnelle chrétienne, de faire appel à une transmission qui aurait été une transmission parallèle, cachée, occulte, et dont on retrouve les traces, etc. Alors ça, c'est déjà le cas du XVIIIe siècle. C'est une idée que l'on a en permanence d'une tradition parallèle, hein, et cette problématique va alimenter l'opposition entre l'Église et la maçonnerie, par exemple, pendant tout le siècle. Or, le choix d'Eliphas Lévi, comme le choix de Pappus, c'est le choix de cette continuité dans le sens de l'héritage chrétien. Alors, une fois ça bien compris, l'action de Pappus, c'est celle d'un combattant, un homme de service. Et ça, c'est à mes yeux, c'est le rang le plus sympathique. Il a toujours essayé d'apporter une aide, d'apporter des solutions, d'apporter du bonheur à ses contemporains. Et même dans ses actions les plus contestables, il n'a jamais laissé de souvenirs qui soient vraiment qui marquent dans le mauvais sens. Et là, je pense évidemment au salon de la Rose-Croix de Péladan, qui, du point de vue de l'action, de l'écho social, ont eu même plus d'importance en fait que Pappus, mais qui ont laissé quand même d'assez mauvais souvenirs, en particulier sur la famille de la Rochefoucauld qui s'en souvient encore. Hein. Les souvenirs de Pappus, si vous voulez, Pappus n'a jamais laissé ce type de souvenir. Ça, je crois, c'est extrêmement important. Alors, à côté de cela, l'essentiel de son combat, et Jean-Marc Vivenza y a fait allusion tout à l'heure, l'essentiel de son combat, c'est la lutte contre le théosophisme. On le voit. Alors, on nous a parlé de Gaboriau tout à l'heure. Avec les théosophes, il a été extrêmement violent. Là, j'ai une courte citation. En 1912, encore, dans La réincarnation, donc un texte auquel Antoine a fait allusion ce matin, il écrivait « La doctrine de la réincarnation a pénétré les milieux populaires d'une façon intensive sous l'influence du spiritisme. Elle a pénétré les milieux mondains sous l'influence de la théosophie. Non pas la vraie théosophie de Boehme, mais l'espèce de salade mystico-spirito-bouddhique qui constitue la doctrine ondoyante et diverse de la société théosophique. » Et ça, c'est tout à fait type Rochard, il est quand même peu agressif, et on sent que c'est le centre de son combat. Il a cherché aussi une reconnaissance sociale qui a été pour lui extrêmement importante, d'être quelque chose dans cette société. Bon, ça correspond assez à son enfance aussi, une allusion a été faite tout à l'heure. Et on retrouve cet aspect dans le livre de son fils, puisqu'il y a un paragraphe qui est « Pappus et le tout Paris », n'est-ce pas ? Pappus comme reconnaissance, mais ça lui a valu ce que je disais dans l'introduction, ce que je soulignais dans l'introduction, ce qui lui a valu un rejet tout aussi vigoureux. On peut dire aussi que son côté assez exclusif
lui a provoqué des ruptures très rapides avec les gens qui auraient pu être les plus intéressants, hein, avec Guaita, avec Péladan. Ils ne se supportaient pas. Hein, alors qu'il s'est très bien entendu avec des gens comme Lalande, comme Sédir, comme Samuel, qui était doux et pacifique, mais qui n'était pas des menaces directes pour lui. Mais enfin, beaucoup de gens sont comme ça, et pas seulement dans le monde de l'occultisme. Hein. On pourrait rappeler, par exemple, que Jung, visitant les Indes, a évité soigneusement de rencontrer tout maître hindou, de Aurobindo, etc. Et parce que, bon, le gourou, c'est lui. Hein. Donc, c'est un défaut qui est assez largement partagé. Alors, que transmettre? La réponse globale est assez simple. Hein, c'est Pappus prolonge le rêve romantique de réconciliation, c'est la religion, et il a utilisé donc les matériaux disponibles venant donc de cet héritage du début du XIXe siècle. On le revoit dans Qu'est-ce que l'occultisme, dans La magie et l'hypnose, et en transformant, mais ce type de transformation de texte, on change quelque chose et on en fait une autre présentation, est aussi très fréquent. Le dictionnaire infernal de Colin de Plancy a comme ça été récupéré par Migne et est devenu il est paru dans la bibliothèque du clergé, en changeant un peu le titre, hein, pour le dictionnaire infernal dans une publication du clergé, ça n'était pas évident. Donc, ce sont des petits pouvoirs, ce sont des traditions populaires. Il a été très proche de ce monde parisien qui reste Montmartre à l'époque, restait un gros village. Hein, et il est resté vraiment baigné dans ce... Alors, l'exemple qui peut être assez intéressant, puisque les sciences occultes donc, ne se sont pas... Il n'y a pas eu une véritable épistémologie des sciences occultes. Hein, elles restent à faire. Elles ne se sont pas imposées comme sciences. Néanmoins, on trouve dans la méthode utilisée par Pappus un certain nombre d'éléments qui peuvent être assez intéressants. Bon, c'est un élément qu'on retrouve dans toute forme de pensée, non seulement les sciences occultes, toute forme de pensée ésotérique, c'est celle d'un troisième terme, d'une médiation. Et à côté du corps astral, Pappus a utilisé très souvent la notion de médiateur plastique. Or, ce médiateur plastique, il date de Kedworth de 1670, hein, ce médiateur plastique, on le voit invoqué dans les préoccupations scientifiques de l'époque. Et ça, c'est ce qui rattache Pappus au monde scientifique de son époque. Il a été fait allusion dans d'autres domaines, en particulier ce matin. L'article âme dans le dictionnaire des sciences philosophiques d'Adolphe Frank, dont il a été question déjà plusieurs fois, disait « L'âme, substance intermédiaire et force immatérielle confondue avec la nature, que l'on peut rapprocher de l'âme du monde et que l'on peut appeler médiateur plastique. » Ça, c'est le dictionnaire des sciences philosophiques de Frank, c'est le dictionnaire qui est le dictionnaire scientifique de base de l'époque. Le philosophe, fort connu philosophe idéaliste Janet, avait publié en 1891 chez Carré un essai sur le médiateur plastique de Kedworth. On retrouve donc dans la problématique scientifique à un haut niveau, Janet, c'est pas n'importe qui, hein, on retrouve des intérêts communs avec l'approche
de Pappus. Alors, ces hautes autorités scientifiques, ces grands personnages ont souvent considéré Pappus avec un regard assez favorable en réalité. Assez favorable, la critique est venue après, et elles ont pu considérer Pappus comme un allié non négligeable. Pappus, ça peut être considéré comme un supplétif, on pourrait dire, dans les troupes antimatérialistes. Les philosophes spiritualistes de l'époque vont pouvoir faire appel à Pappus et être en sympathie avec lui. Alors, j'ai choisi un dernier exemple sur ce homme pour illustrer mon propos. Lorsque Pappus a publié le traité méthodique des sciences occultes chez Carré en 1891, il a demandé une préface au plus éminent d'entre eux, Adolphe Frank. Adolphe Frank était membre de l'Institut, professeur au Collège de France, vice-président du consistoire israélite. Enfin, c'est la très haute personnalité et qui, socialement, est un écho de la société française au moment où on va vers une société qui évolue quand même assez rapidement, qui va aboutir en 1905 à la séparation de l'Église et de l'État. On oublie toujours cet aspect-là de le reclasser dans l'évolution historique. Il va lui demander une préface. Et Adolphe Frank a fait une lettre préface qu'il a signée le 15 février 1891 avec mention de son titre, Adolphe Frank, membre de l'Institut. Alors, la lettre préface montre quand même les limites de l'accord, mais tout en affirmant l'intérêt. Alors, je cite, « Si, sous le nom de science occulte, vous entendez parler des premiers efforts et des premières découvertes de la science qui reposent sur l'analogie plutôt que sur le raisonnement et sur l'analyse, qui ont été provoqués par l'intuition qu'a l'homme de l'ordre universel de la nature et par la similitude des lois de l'univers avec sa propre pensée, je vous donne complètement raison. » Fin de citation. Alors, il continue en disant que l'Antiquité avait eu des notions vraies de toutes les sciences, non démontrées, mais devinées intuitivement. Tel avait été le cas des pythagoriciens. Si la notion d'âge du monde au sens du positivisme d'Auguste Comte lui paraissait fallacieuse, celle de l'unité de l'esprit humain était évidente. Et Franck reprend, je cite, « Vous avez fait justice du positivisme. Dommage que vous ayez appuyé vos raisonnements sur des auteurs dont l'érudition est plus aventureuse que solide. » Fin de citation. Il a prouvé la recherche d'un sens caché, d'un ésotérisme, alors là le mot ésotérisme est de Franck, d'un ésotérisme pris comme une variante du mysticisme. Et Franck, reprenant Pascal, ajoutait « Mon Dieu a toujours été sensible au cœur. Là se trouvait le moteur secret de nos pensées, sinon en lieu et place du Dieu vivant, le Dieu pensé. » Ce Dieu vivant ne devait pas se réduire à une formule algébrique ou logique, telle que l'inconnaissable de Spencer, l'inconscient de Hartmann ou les postulats de la raison pure inventés par Kant. Fin de citation. Donc pour Franck, on ne connaissait pas Dieu sans s'être colté à lui, au fond de soi-même. En conclusion, si les occultistes s'égaraient souvent, leurs efforts étaient sympathiques et corrigeaient la myopie du positivisme ou de la science athée. Alors Franck avait signé encore, avait fait une autre préface à la Kabbale, la Kabbale, tradition secrète de l'Occident, 1892, alors que Franck avait publié la Kabbale ou philosophie religieuse des Hébreux, c'était dans un sens. Et là aussi, on est surpris de voir, alors que tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'en matière de Kabbale, les connaissances de Pappus étaient quand même très limitées. Franck a déclaré « Votre ouvrage sur la Kabbale n'est pas un essai, comme il vous plaît de l'appeler, mais un livre de la plus grande importance, un travail bibliographique aussi complet que le vôtre. Je ne l'ai rencontré nulle part. » Alors, ce qui montre le fait qu'on dirait aujourd'hui familièrement que Pappus est dans le coup de l'évolution des idées et des pensées, c'est que Adolphe Frank va subir exactement les mêmes critiques
par son successeur à l'Institut. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous le donner. Alors, son successeur, c'est Alfred Fouillé, qui s'est successeur à l'Académie des sciences morales et politiques, à propos de son goût secret pour le mysticisme, qui l'amena à regarder d'un œil favorable certaines tentatives de théosophie plus que hasardées. Ne voyons-nous pas de nos jours de fausses sciences subsister en face des vraies? Quelques-uns voudraient ressusciter les prétendues sciences occultes. Voilà. Alors, en conclusion, si vous voulez, on peut dire que les travaux scientifiques vus d'un point de vue des sciences dures, on pourrait dire, la critique n'a pas été tendre pour Pappus. Gershom Scholem a montré l'inanité d'un certain nombre de choses et l'a renvoyé dans les ténèbres extérieures, en disant que ça n'avait strictement aucun intérêt, etc. Mais, et je vais conclure avec ça, ce n'est pas l'avis de Charles Mopsik, qui est un des chercheurs qui est mort malheureusement très jeune et qui était les plus brillants de notre génération, qui, sur la Kabbale telle que l'ont vu les occultistes, invité à poser un autre regard, qui était un regard comme ce que je vous ai dit dans l'introduction. Quand on voit un type de pensée qui se maintient pendant un siècle et demi ou 2 siècles, qui est susceptible de rassembler un nombre, etc., de toute façon, c'est un objet de science. Ça me paraît. Et c'était l'avis de Charles Mopsik. Alors, je vous cite. C'est un article qui s'appelle Les formes multiples de la Kabbale en France au XXe siècle. Ça a été publié dans Réception de la Kabbale à Paris et à Tel Aviv aux éditions de l'Éclat en 2007. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit que la Kabbale apparaît comme un élément accessible aux multiples combinaisons et bricolages savants, d'autant plus aisément qu'elle a depuis longtemps fait l'objet d'approches et d'interprétations très diverses, motivées par des raisons sans aucun lien entre elles. L'avenir dira si cette tendance n'est que transitoire ou si elle représente une direction durable. Voilà, c'est la position qui me paraît la plus raisonnable et pour envisager les phénomènes de société, si vous voulez, tels qu'ils sont réellement, en fait, en dehors de principes préétablis. Voilà. Alors, évidemment, le Pappus a longtemps mis tous ces efforts au service d'une réussite sociale. Et alors d'une certaine façon, Eliphas Lévi aussi. La grande différence qu'il y a entre eux, c'est qu'à l'époque d'Eliphas Lévi, ce qu'affirmait Eliphas Lévi pouvait paraître comme révolutionnaire, comme le produit d'un 68 art, alors qu'à l'époque, à la belle époque, c'est apparu comme une variante de l'ordre établi. Voilà, c'est ça qui a été en fait la grande différence. Mais il reste que, je crois que le personnage de Pappus est incontournable. Merci d'avoir permis de le dire.